tous, merci d'être là pour cette séance qui n'est pas totalement la dernière, et même pas l'avant-dernière, puisque nous, donc pour faire un petit point sur le reste des séances du cycle d'histoire, nous aurons la 9e séance sur la conjuration des égaux par Stéphanie Rosa et Jean-Marc Schiappa le 24 mai, et on terminera avec Jean-Dumas Ducange le 25 juin, autour du thème « Passeur de révolution, mémoire et transmission de l'expérience révolutionnaire au XIXe siècle ». Et aujourd'hui, donc, on a le grand plaisir d'accueillir Pierre Sernin, qui est professeur d'histoire moderne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur de l'Institut d'histoire de la Révolution française dans l'université plus largement, pour donc une conférence sur le thème de la République conservatrice, la démocratie représentative, 1780-1799, que Lucas va vous présenter. Merci beaucoup Pierre Sernin d'être venu ce soir. Alors, vous avez fait, justement, vous êtes un spécialiste de cette période qui est souvent... problème avec le micro, on entend trop. Bon, je continue. Alors, oui, il y a un retour de... Bon, je continue. Vous êtes un spécialiste de cette période, puisque vous avez fait votre thèse sous les directions de M. Vauvel sur un aristocrate jacobin, Pierre-Antoine Antonel, qui était assez engagé durant cette période sous le directoire et qui parlait déjà de démocratie représentative. Je crois que c'était un des premiers. Après votre thèse, vous l'avez publiée en 1997, Antonel, aristocrate révolutionnaire, 1747-1817, et par la suite, vous êtes toujours intéressé aux questions politiques de cette période, et notamment en parlant des girouettes de ces élites de la Révolution que vous avez étudiées dans l'ouvrage La République des girouettes, 1789-1815, et au-delà, une anomalie politique française, la France de l'extrême centre. Alors déjà l'extrême centre, en 2005, un concept dont vous êtes, dit-on, vous êtes l'inventeur. Oui. Non, c'est un problème de... Non, plus près, pardon. Ce qui ne marche pas. Alors, je continue. Plus fort. Bon. Donc vous avez travaillé sur l'élite dans la Révolution, et notamment sous le directoire. Celui qui a un film, celui qui est branché. Je crois que c'est... Voilà. Bon. Les perturbateurs. Non, toujours pas. Ça ne marche pas. Bon. Alors, vous avez... Non? Oui, ça va. Bon, ça grésille. Donc vous avez fait sur l'élite dans la Révolution, et notamment sur le directoire, avant de vous attarder sur les humbles. Peut-être que vous pouvez parler. Oui, mais après on n'entendra pas. Ah là c'est bon, là, c'est parfait, c'est parfait. Bon, alors vous parlez des girouettes, donc ces révolutionnaires, notamment aristocrates, jacobins, qui vont et qui viennent. Avant de vous attarder sur les humbles, les vieillards et les animaux notamment, avec un livre, 2 livres même. En 2 livres, L'animal en République, 1789-1902, Genèse du droit des bêtes, et ensuite, Comme des bêtes, Histoire politique de l'animal en Révolution. Donc, malgré ces problèmes techniques, nous avons là le grand spécialiste de la période qui nous concerne aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir, malgré quelques défauts techniques, mais qui seront très largement dépassés. Oui, j'espère. Bien, bonsoir. Et donc, j'espère que vous m'entendez au fond. Tout va bien? Bon, je vais parler sans micro, c'est peut-être le plus simple. Bon, merci, c'est un vrai bonheur, un vrai honneur de me retrouver ici, de passer dans ce couloir et de voir la magnifique affiche de la Marseillaise de Pierre Renoir. Vous savez que l'année prochaine, du 12 au 17 novembre
2019, la ville d'Orléans va accueillir le festival de Cannes qui n'a jamais eu lieu, le festival de 1939, le festival organisé voulu, pensé par Jean Zay, dans lequel les ouvriers de la CGT cinéma avaient tant fait, et finalement qui n'a pas eu lieu. Donc voir la Marseillaise, donc, qui a été aussi financée par les syndicats, par le Parti communiste, est pour moi donc une belle émotion au moment de rentrer dans cette salle. Bien, alors, bonheur aussi, parce que je vais enfin ne pas être réduit à 2000 signes. Tous les jeudis soirs, c'est la guerre sympathique entre Julia Ablaoui et Maude Vergnol, qui font un boulot extraordinaire, parce qu'elles sont toujours obligées de réduire mes chroniques, tout en leur gardant tout leur sens. Et donc, je leur dédie cette conférence, parce que je suis toujours trop bavard dans ces chroniques-là. Donc, au moins, j'ai un petit peu de temps là, et je vais m'expliquer. Alors, parler du directoire est pour des sympathisants, des amis, des compagnons de route, des militants du Parti communiste, peut-être pas la partie la plus agréable du moment révolutionnaire. Peut-être aurez-vous préféré que je vous parle de 1789, de l'été 91, pourquoi pas de 93 ou de 94. Le directoire est, dans le schéma marxiste par excellence, la République dite bourgeoise. C'est la République bourgeoise, et pour cause. Ce n'est pas simplement une invention, elle est littéralement, au sens littéral du terme, la République qui se construit sur la sacralité de la propriété. C'est-à-dire qu'à partir de 1700, la sortie du gouvernement révolutionnaire, depuis 1792, la France est une république, je ne vous apprends rien, mais de 1792 à 1795, au fond, la France a vécu sous, non pas la terreur, mais sous le gouvernement révolutionnaire. C'est-à-dire un gouvernement qui s'était doté donc d'institutions tout à fait particulières, dans l'urgence de la situation, parce qu'il fallait gagner la guerre. Il fallait gagner la guerre. Et la guerre a été remportée de telle sorte qu'en l'an 3, donc quelques mois après la mort de Robespierre, des traités de paix sont signés. Ils sont signés avec la Prusse, ils sont signés avec l'Espagne, ils sont signés avec Piémont, le royaume de Piémont-Sardaigne, ils sont signés avec les Provinces-Unies, qui va donner la première république sœur, la République batave. Et donc à partir de ce moment-là, en l'an 3, le mouvement ouvrier parisien, le mouvement jacobin, qui commence à subir une répression importante, dit mais on nous a dit que la Constitution de 1793, la Constitution la plus démocratique qui ait jamais été écrite dans l'histoire de France, serait en fait enfermée dans une arche de bois précieux jusqu'à la paix. Eh bien maintenant nous avons la paix, ouvrez l'arche de bois précieux et mettons en place la Constitution de 1793. Le problème, c'est que, entre-temps, les thermidoriens, ceux qui ont organisé donc le complot contre Robespierre, ont en fait démantelé toute la politique sociale, toute la politique économique et toute la politique culturelle également donc du gouvernement révolutionnaire. Clairement, les salaires qui étaient garantis ne sont plus garantis. Le minimum de prix sur les denrées et les biens de première nécessité qui étaient garantis n'est plus garanti, donc le marché devient entièrement libre. Les Girondins sont réintégrés à l'intérieur donc de l'Assemblée de la Convention et on décide en fait de laisser faire une vengeance féroce. Vous avez dans le sillon rhodanien, vous avez dans le sud-ouest de la France des bandes qui s'appellent les bandes de Jésus, donc les bandes donc de Sainte-Croix, les bandes donc de catholiques fanatiques qui commencent à opérer une répression féroce contre les militants de l'année précédente. Il ne faut pas oublier non plus que l'hiver 95 est, après l'hiver 1710, le plus froid de tout le siècle. Ça a son importance. Ça a son importance parce que vous allez avoir, imaginez Paris,
sous 60 cm de neige, à peu près du 20 janvier au 20 mars. La Seine prise par les glaces, plus de bois de chauffage, plus de denrées suffisantes, et on a un pic de surmortalité qui va subvenir donc dans ce Paris, donc, qui est un Paris qui est devenu un Paris où, pour la première fois depuis le XVIIe siècle, on connaît de nouveau la famine. Donc on va avoir en fait un mouvement ouvrier totalement désemparé et qui va quand même ne pas baisser les bras au travers de deux grandes manifestations que l'on connaît, celle du 12 et 13 Germinal au mois d'avril 1795, qui est une occupation pacifique, donc comme quoi il peut y avoir des manifestations pacifiques de la Convention, mais cette manifestation pacifique de la Convention, vous ne m'entendez pas au fond? Cette manifestation pacifique de la Convention donc, va s'accompagner un mois plus tard, le 1er prairial, donc le 20 mai, d'une manifestation beaucoup plus violente. Et pour cause, la situation économique et sociale est totalement désespérée pour le petit peuple parisien. Et au cours donc d'une échauffourée, en réalité donc, il va y avoir une bagarre qui va mal se terminer, puisque un député du nom de Ferraud, qui fait le coup de poing d'ailleurs, hein, c'est pas une victime expiatoire, hein, quand il arrive à la Convention ce matin-là, il a un pistolet, deux pistolets, un couteau, donc il a envie de faire le coup de poing. Bon, le procès verbal de la séance dit que c'est une femme sans culotte qui lui donne un coup de pied, un coup de sabot, ça ne va pas faire du bien, dans un genou, il tombe et à ce moment-là, un garçon cuisinier lui coupe la tête et on retrouve le rite des manifestations qui a pu exister auparavant, donc avec sa tête mise sur une pique. Ce qui m'a valu donc d'écrire un article où j'ai posé la question de si un être humain égale un être humain. Tout le monde connaît l'histoire donc de l'exécution populaire de Ferraud, mais personne ne sait que 30 000 Parisiens, 30 000 Parisiennes sont mortes, très peu le savent, pendant cette en-trois. Quelquefois, quand la foule est en colère, ce n'est pas simplement par sadisme ou incontrôlabilité de la foule. Les députés territoriens décident de sévir, décident de prendre ce prétexte-là pour dire non, on ne va pas mettre en place la constitution de l'an 1. Au contraire, nous allons écrire une autre constitution. Une constitution beaucoup plus répressive, une constitution entièrement tournée, non pas sur l'invention de l'ordre politique, mais ce que j'appelle sur l'invention d'un ordre public et sécuritaire. Et à partir de ce moment-là, donc, on va avoir une série de députés qui vont construire le canevas d'une constitution qu'on appelle la constitution de l'an 3, qui va être donc rédigée, approuvée par les députés en fructidor de l'an 3, c'est au mois d'août 1795, donc vous voyez la chronologie, avril, mai, puis 2-3 mois pour écrire cette constitution. Cette constitution donc revient sur ce que j'appelle le suffrage élargi masculin. Je crois que c'est une bêtise d'appeler le suffrage universel celui de 1792, puisque, à mon sens, la moitié de l'humanité ne vote pas. Donc on peut parler de suffrage élargi masculin. Je n'emploie jamais le suffrage universel tant que les femmes ne votent pas. Donc le suffrage élargi masculin qui avait été celui de 1792 est en fait renié, et on revient à une république censitaire. C'est-à-dire que ne peuvent participer aux élections, aux assemblées électorales. Alors vous savez, dans toutes les assemblées révolutionnaires, il y a des assemblées primaires, il y a des assemblées électorales, c'est un premier filtrage, et c'est au sein de ces assemblées électorales que l'on élit les députés qui vont siéger. Et on a là donc en fait des assemblées primaires qui sont assez importantes. Il suffit de payer le moindre impôt pour participer aux assemblées primaires, mais pour pouvoir être élu dans les assemblées électorales, le sens est très lourd. De telle sorte qu'il y a un verrouillage immédiat des assemblées électorales qui a fait dire assez rapidement que donc on va avoir affaire à une république dite bourgeoise. C'est en même temps une république qui va construire le contraire du rêve démocratique qui a animé jusque-là
la pensée jacobine, la pensée montagnarde, la pensée cordelière, c'est-à-dire que l'indivisibilité de la nation est visible au travers de l'unicité du pouvoir législatif. C'est-à-dire qu'une seule chambre de représentants doit incarner la nation et ses représentants. Pour éviter qu'une chambre ne puisse avoir le pouvoir de la Convention, les hommes de la Convention, qui vont rédiger une deuxième constitution, donc, vont imaginer un système bicaméral, ou plutôt, c'est pas tant un système bicaméral que la division du pouvoir législatif en deux chambres. C'est-à-dire affaiblir le pouvoir législatif, le diviser en deux chambres, la chambre des 500 et la chambre des anciens, c'est-à-dire pour la première fois une forme de Sénat qui contrôle la constitutionnalité de la loi. C'est une sorte de surveillance, bien évidemment, de l'imagination et la créativité législative des députés. Et ce régime, cette constitution va s'appeler le directoire, tout simplement parce que on va vouloir, contrairement au principe républicain de Montesquieu exprimé dans De l'esprit des lois en 1749, qui a été un des phares des républicains du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la division des pouvoirs, ici on va opérer autre chose que Marx verra bien, et d'autres penseurs radicaux du XIXe siècle, on va opérer la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que dans un vrai principe républicain démocratique, la division du pouvoir fait que chaque pouvoir a un minimum du pouvoir de l'autre pouvoir pour pouvoir un tant soit peu le contrôler. Avec la séparation des pouvoirs, la prétendue indépendance des pouvoirs, vous n'avez plus de possibilité, en fait, d'un dissensus contrôlé, c'est-à-dire ce qui fait la démocratie. On n'est jamais d'accord sur tout en démocratie, heureusement d'ailleurs. Et donc, ces désaccords sont contrôlés soit par le fait qu'un pouvoir peut interférer légèrement sur le pouvoir, soit par ce que Sieyès propose et qui existe à peu près dans toutes les républiques démocratiques aujourd'hui, c'est un tribunal au-dessus donc des institutions que Sieyès appelle le tribunal constitutionnel et qui est aujourd'hui le Conseil constitutionnel, qui vient de rendre une décision la semaine dernière disant très clairement, par exemple, que l'article 2 de la loi anti-casseurs donc est anticonstitutionnel, car un préfet, dans une république démocratique qui est un agent nommé par l'État, n'a aucune possibilité légale d'empêcher une liberté fondamentale qui est celle de manifester. Ça, c'est rendu possible par le Conseil constitutionnel. Sous le directoire, il n'existe pas cette instance de régulation, d'où risque de conflit, bien sûr, entre les deux pouvoirs. Donc, on va s'avancer dans le directoire, et je vais vous dire pourquoi, cela peut me paraître étonnant, j'ai autant travaillé sur ce directoire, donc, qui n'est pas a priori la période la plus sympathique, démocratique, on peut le dire, de la période révolutionnaire. Ben, j'ai travaillé parce que je crois, c'est une hypothèse de recherche que vous pourrez critiquer dans le débat, bien évidemment, qui va suivre mon intervention. Je crois que le directoire est en fait la matrice des sciences politiques et de la politique contemporaine. C'est-à-dire que je crois que le directoire, en tant que première expérience d'une république libérale, au sens littéral du terme, c'est-à-dire une république fondée sur l'économie de marché libre, mais en même temps sur, par exemple, une liberté de presse tout à fait reconnue, va en fait être un véritable bouillonnement d'idées, un bouillonnement de moteurs, un bouillonnement de concepts, un bouillonnement de propositions, un bouillonnement de textes qui vont fonder toute la pensée politique, je crois, du XIXe siècle. Et dans un livre qui paraîtra au mois de juin et qui a pour titre L'extrême centre ou le poison français,
j'expliquerai pourquoi le directoire influence encore aujourd'hui notre vie politique. Alors pour cela, donc, je vais vous présenter mon hypothèse de recherche au travers des 3 familles politiques françaises. Les 3 familles politiques françaises, donc, qui rythment la vie politique et que l'on voit apparaître sous le directoire. Le directoire est écrasé par 2 personnalités. Il est écrasé par la personnalité de Robespierre, qui incarne faussement d'ailleurs. Il n'est pas seul, Robespierre. Il est accompagné, il a des compagnons, il a des gens avec lui. Il fait partie d'un comité de salut public, il fait partie des Jacobins, il fait partie des Montagnards. Donc dire Robespierre, c'est parler, à mon avis, d'un collectif. Moi, ce qui m'intéresse dans Robespierre, c'est le collectif que représente ce nom propre. Il est écrasé par Robespierre, d'un côté, et il est écrasé de l'autre côté par Bonaparte, qui termine de façon honteuse cette République par l'invention d'un autre poison des sciences politiques contemporaines, qu'est le putsch militaire, c'est-à-dire le césarisme, c'est-à-dire un des poisons aussi apporté la massification et la démocratisation. Pourquoi le cacher? Sinon on s'empêche de réfléchir. C'est-à-dire ce populisme de droite qui, en fait, fait dévier le sens de la démocratie vers, en fait, un populisme dont il se sert pour pervertir les règles de la démocratie, tout en les utilisant sous la forme du plébiscite. C'est le césarisme contemporain. Et ça, c'est très important parce qu'on a là une matrice qui apparaît très clairement de la part d'un homme qui a dévié. Je rappelle quand même que Bonaparte est une créature des 2 frères Robespierre. Hein, et plus que de Robespierre, du cadet Robespierre, Bonbon, qu'on surnommait Robespierre, disait tu es trop bon à son frère, et donc c'était Bonbon Robespierre, donc envoyé en mission dans le département du Var, et qui prend sur lui de nommer un jeune colonel d'artillerie, général de la place de Toulon, qui sera Bonaparte. Bonaparte est un général rouge. Hein. Bonaparte est un général jacobin très fortement marqué. Il fera de la prison en Thermidor pour être proche des Robespierre. Il fera en l'an 3 sa carrière démarrée parce qu'il est considéré comme un général trop à gauche. Hein. Donc il faut aussi voir d'où vient Bonaparte pour comprendre aussi cette histoire d'hommes qui commencent à la gauche et qui peuvent terminer à ce que l'on appellerait la matrice de l'extrême droite. Alors, il y a en fait dans ce directoire la première matrice de la droite. C'est avec mes petits bras, avec mes petits moyens, je ne suis pas du tout d'accord avec celui qu'on appelle le pape des sciences politiques françaises, René Raymond, qui en 1958, 59, ce n'est pas un hasard, fait paraître un livre sur les droites françaises. Et dans ces fameuses droites, il dit il y a 3 droites en France. Il y a la droite légitimiste, celle qui voudrait restauration de l'Ancien Régime. Il y a la droite orléaniste, donc la droite qui est une droite libérale qui se contente d'une monarchie constitutionnelle. Et puis il y a la droite bonapartiste, c'est-à-dire une droite en fait qui réclame un chef fort et qui réclame le modèle du consulat. Implicitement, René Raymond fait naître la droite au moment de la Restauration, en disant cela. Ça veut dire que s'il parle d'orléanisme, de légitimisme et de bonapartisme, ça veut dire que la droite, telle qu'on le connaît dans la modernité du XXe siècle de René Raymond, serait née en 1815. Je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout. Je crois que le directoire va, par les conditions même d'existence politique qu'il va mettre en place, faire naître cette droite-là. Au moins 2 droites. Au moins 2 droites. C'est-à-dire que le directoire, tout en étant une république bourgeoise, va introduire quelque chose d'assez paradoxal, et c'est là que ça m'intéresse, parce que je reste républicain-démocrate, comme vous l'imaginez quand même, c'est que le directoire va imaginer, pour ne pas subir, c'est toujours l'obsession de ne pas subir le pouvoir de la convention précédente. Donc le directoire va vouloir tous les ans
pour ne pas installer les députés dans un pouvoir qui serait trop grand, renouveler d'un tiers tous les députés. Renouveler d'un tiers tous les députés. Pour une république bourgeoise, c'est une dose de démocratie qu'aujourd'hui, en 2019, aucun pays le plus démocratique soit-il, ne pourrait supporter en termes de démocratie. Simplement, on ne le connaît pas, ce système-là. On bricole à cette époque-là. Hein. Donc, on décide de remplacer le tiers de tous les représentants chaque année. Donc, ça veut donc dire en fait que chaque année, on est en campagne électorale, en l'an 4, en l'an 5, surtout en l'an 5, alors en l'an 4 on met en place les institutions, en l'an 5, en l'an 6 et en l'an 7. Que va-t-il se passer pour la droite radicale, pour la droite? Eh bien en fait, on va voir l'émergence de deux familles de droite. La première famille de droite, c'est ce que j'appellerais une droite républicaine. C'est-à-dire qu'on va voir des gens qui sont des conservateurs, qui sont des gens qui défendent des valeurs traditionnelles, donc la religion, la famille, l'idée d'une France donc, qui soit débarrassée donc tout ce qui pourrait rappeler la terreur, et qui va profiter des élections pour tenter la conquête légale du pouvoir. Et cette droite va exister de façon tout à fait évidente. Alors ce sont des noms inconnus pour vous, mais ce sont des noms très connus pour les spécialistes de l'histoire de la Révolution. Et parmi vous, je vois des spécialistes de la Révolution, Brigitte Dionnet par exemple, Georges Lefebvre, Jean-René Surato, notre ami américain Isaac Rock, vont montrer que les élections de l'an 5, les premières élections libres organisées en France, vont amener une victoire des députés de droite. Pourquoi? Eh bien parce que, comme on a discuté dans le séminaire de l'Institut d'histoire de la Révolution française la semaine dernière, à cette époque-là, les Français ne sont pas des républicains. La France est une république sans républicains. Donc les gens, la masse des personnes, a peur de la guerre, a peur d'un recul du gouvernement révolutionnaire, a peur de mesures trop radicales, et en fait veut le calme, la tranquillité, et on va voter pour des députés qui promettent justement ce calme et l'abandon de mesures trop sociales. Donc on a en fait cette droite conservatrice, que j'appelle républicaine, parce qu'elle est respectueuse des institutions de la République à ce moment-là, et qui tente de conquérir légalement le pouvoir. À côté de cette droite républicaine, il va y avoir sous le Directoire l'apparition d'une droite radicale, d'une droite violente, d'une droite populiste, d'une droite qui a décidé de supprimer la République par la violence, par la voie de la violence, et qui a décidé de restaurer la monarchie. Cette droite-là, on la trouve fondamentalement dans des milieux ruraux, dans le contrefort pyrénéen, dans la Vendée, évidemment, dans le sud des Cévennes, du côté des Alpes-Maritimes, les Barbets, dans la Provence, dans le sillon rhodanien. Vous voyez cette France un petit peu périphérique, donc loin de Paris. Cette droite-là, en fait, va intégrer donc les voies de la violence. Comment? Eh bien, au travers d'un phénomène qui est très intéressant à étudier sous le Directoire, qui est le brigandage. C'est-à-dire qu'on va avoir, en fait, ces gens-là qui, sous prétexte d'avoir des idées politiques et de défendre, vont construire du désordre social en attaquant systématiquement sur les routes les chariots chargés de l'argent des fonctionnaires, les carrosses chargés de la poste, et qui va aussi fomenter des attentats, qui va fomenter des assassinats. Des assassinats contre les Jacobins de la veille, contre les responsables des sections de l'an 2,
contre les responsables des tribunaux de l'an 2, et qui va pratiquer la violence politique. Cette droite-là, on l'oublie un petit peu trop. On l'oublie un petit peu trop en cette période où on parle beaucoup de terrorisme. C'est elle qui va inventer le terrorisme contemporain. Je le rappelle quand même, hein. C'est mon métier de dire quelles sont les origines, pas de tout, mais de ce que je sais. Le 24 décembre 1800, on est juste à la fin donc, du directoire, hein, donc on est au début du consulat. Mais le 24 décembre, dans la nuit du 24 décembre 1800, on a en fait un commando qui arrive de Vendée, qui se cache depuis le mois de novembre, qui va louer une charrette, qui va construire une bombe artisanale, et qui a décidé de faire exploser cette bombe en plein Paris, ne se préoccupant pas du nombre d'innocents qui peuvent mourir, pourvu que la cible meure. C'est Bonaparte. À ma connaissance, à moins que vous ayez un contre-exemple, et je le prends de suite, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un groupe clandestin organise un attentat aveugle à la bombe dans une grande ville. L'attentat échoue, vous connaissez l'histoire, mais n'empêche que ça veut dire que, pour la première fois, l'attentat terroriste est né. Et il est né du côté des catholiques fanatiques. Hein. Je crois qu'il faut le leur rappeler. Aux catholiques, apostoliques et romains. C'est dans leur camp qu'on a inventé le terrorisme contemporain, c'est-à-dire l'assassinat aveugle par la bombe posée en pleine ville. Ces deux droites-là sont déjà bien en place. Et parmi ces droites-là, on va voir aussi des gens qui vont être des transfuges, d'où mon idée aussi d'étudier les girouettes dans la vie politique française, au moment où arrive Bonaparte, qui est aussi un homme d'ordre, qui va incarner pour certaines de ces personnes la possibilité d'avoir un chef. Donc on va avoir un autre type de droite que j'appelle une droite césarienne, évidemment, celle qu'avait prévue Robespierre, non pas parce qu'il était visionnaire, mais parce que Robespierre sait bien qu'une république, où elle est en paix, et où elle est en guerre. Et si elle est en guerre, elle est en double danger. Parce que si elle perd la guerre, une république, elle disparaît, et il y a restauration de la monarchie. Et Robespierre dit, c'est pire si elle gagne. Alors tout le monde est pendu aux lèvres de Robespierre. Comment ça c'est pire? Ben oui, parce que Robespierre, qui connaît par cœur son histoire romaine, dit, si elle gagne, elle est toujours sous la menace du généralat. Et évidemment, dans une république victorieuse en guerre, si le pouvoir civil n'est pas assez fort, si les envoyés en mission ne sont pas assez forts, si les commissaires du peuple ne sont pas assez forts, ce sont les militaires qui prennent le pouvoir. Parce qu'eux sont victorieux. Et parce qu'eux peuvent avoir le prestige de dire c'est nous qui défendons la République. C'est ce que dira d'ailleurs Bonaparte. Bonaparte est un républicain sans démocratie. C'est un républicain au sens romain. Mais ce n'est pas un démocrate. Et justement, nous, ce que nous essayons de construire, je dis nous, je l'espère, je crois, c'est une république démocratique et c'est une démocratie républicaine. Si l'on est fidèle à l'héritage de Jean Jaurès, c'est un petit peu cela. Et social, évidemment. Deuxième famille de l'autre côté de l'échiquier politique, qui apparaît sous le directoire. La gauche. La gauche. Là, il y aurait au moins, là encore, deux grandes familles. Et c'est pour ça que c'est passionnant le directoire. Et oui, c'est une république bourgeoise, mais c'est pas parce qu'on dit aux meneurs jacobins, aux penseurs de la gauche cordelière, aux ouvriers parisiens, aux femmes qui se sont battues en l'an 2, vous vous taisez, qu'ils vont se taire. C'est pas pour ça. La liberté de la presse fait que, dans le Tribun du Peuple, dans l'Ami du Peuple, dans le journal des hommes libres, dans l'éclaireur du peuple, par exemple, dans l'ennemi des tyrans, il y a des dizaines de journaux très démocratiques sous le directoire qui paraissent.
En 1795, il va y avoir deux options pour la gauche. Le mouvement jacobin est réprimé. Le club des jacobins a été fermé. Des lois contre les femmes explicitement ont été prises. Les femmes n'ont plus le droit de se regrouper à plus de 4 dans la rue. Pour ceux qui connaissent la sociabilité de Paris, dites-moi comment c'est possible dans le Paris du XVIIIe siècle que les femmes ne soient pas à plus de 4 ensemble. Les femmes n'ont plus le droit d'assister aux séances des assemblées politiques. Les femmes n'ont plus le droit, évidemment, ça depuis 1793, donc de demeurer dans Paris si leur mari est emprisonné. Elles doivent sortir de Paris. Donc, on a des lois contre les femmes militantes, on a des lois de répression très sévères contre le mouvement ouvrier, et on a une infiltration de policiers partout, dans les petits groupes, dans les tavernes, dans les bars, qui sont des lieux de sociabilité démocratique, qui fait que, à l'hiver 95, au début de la Constitution, on va avoir au club du Panthéon, juste à côté donc du Panthéon, comme son nom l'indique, dans l'actuelle bibliothèque de Sainte-Geneviève, un club qui va se former, qui s'appelle le club du Panthéon. 3000 personnes, vous imaginez ce que ça veut dire, 3000 personnes tous les soirs, qui vont se réunir. Mais en fait, très vite, ils se rendent compte qu'ils sont infiltrés par des policiers, des mouchards, qui vont immédiatement renseigner le ministre de la police. Je rappelle que ce qui fait que le directoire est aussi la première république bourgeoise, c'est que pour la première fois dans l'histoire de France, il y a un ministère de la police. C'est le directoire qui invoque le ministère de la police. Hein. En plus du ministère de l'Intérieur. Donc il y a le ministère de la police. Et à partir de ce moment-là, ces hommes et ces femmes engagés radicalement à gauche choisissent ce qu'ils ont toujours détesté. Parce que c'est la seule manière pour eux d'exister. C'est-à-dire qu'ils vont choisir la voie de la clandestinité. Pourquoi détestent-ils la clandestinité? Parce que 1789, c'est la révolution de la lumière. Parce que 1789, c'est la révolution de la transparence. C'est la révolution de la liberté de parole. C'est la révolution de la liberté d'exposer. Ce sont les traîtres qui se cachent. Ce sont les rois qui ont leurs secrets diplomatiques. Ce sont les aristocrates qui complotent. Les patriotes démocrates agissent toujours à l'air libre, en transparence. Mais là, les circonstances, les conditions, les flicages dont ils sont en permanence les victimes, font qu'il va y avoir une sorte d'adaptation. Le sociologue allemand du début du XXe siècle, Georg Simmel, qui a travaillé sur les sociétés secrètes, l'a très bien montré. Il va y avoir une sorte d'adaptation de cette gauche-là qui va apprendre assez rapidement les voies de la radicalisation clandestine. Et c'est-à-dire copier en prenant à la droite, qui connaît déjà très bien les voies de la clandestinité, il y a des caches partout dans Paris, cette voie-là. Et on va avoir donc une gauche qui va avoir une double face, c'est-à-dire des gens qui semblent tranquilles, parce qu'ils savent que la police les suit, et puis qui, dans le dédale des rues de Paris, vont organiser des sociétés secrètes. Et parmi ces sociétés secrètes, je ne dis rien pour dévoiler tout l'intérêt de la conférence de Stéphanie et Jean-Marc, Stéphanie Rosa et Jean-Marc Chapat, la société donc des libres et égaux en droit, qui sera la société, la conspiration des égaux de Gracchus Babel, qui se construit en directoire secret. Et j'ai eu la chance, grâce à Michel Beauvais, mon maître tellement regretté, disparu au mois d'octobre, de pouvoir travailler sur un des nobles ultra-radicaux à gauche qui va financer, clandestinement, donc, cette conspiration, qui n'est pas une conjuration, hein, qui est une conspiration, c'est pas pareil. Et donc on va avoir autour de Babeuf une vision, une vitrine publique, le Tribun du Peuple, le journal, et on va avoir toute une organisation secrète. Une organisation secrète tellement efficace, nous sommes en 1795, qu'il faudra attendre 1828
pour que Buonarroti, lorsqu'il écrit son livre La conspiration dite de Babeuf, la conspiration de l'égalité dite de Babeuf, dévoile une partie des secrets qui avaient été gardés par cette élite ultra radicalement engagée à gauche. Que veut ce mouvement clandestin de gauche? Clairement, continuer la révolution, renverser le directoire, et son slogan est simple: du pain pour le peuple et la Constitution de 93. Du pain pour le peuple et la Constitution de 93. Mais le temps n'est plus à l'insurrection. Et dans le directoire secret, ça a été l'objet de ma thèse, il y a des divisions, et notamment, donc, il va y avoir une fracture entre, ça n'avait pas fait plaisir à Claude Mazouric lors de la soutenance de ma thèse, mais c'était mon objet, depuis que nous sommes devenus amis, camarades, avec Claude Mazouric, mais Claude Mazouric pensait que je critiquais Babeuf. Ce n'était pas une critique de Babeuf. Ce que j'ai voulu montrer dans ma thèse, en travaillant sur Antonel, qui faisait partie du directoire secret, donc ils ont été 5, c'est que les 2 hommes les plus riches, mais très très riches, de ce directoire secret, parce qu'ils sont nobles, mais qui sont radicalement engagés à gauche, et qui le resteront toute leur vie. On peut être riche, et pas forcément être un con. Hein? On peut être riche, je suis filmé, on peut être riche et en même temps avoir des idées radicalement à gauche. On a ces 2 hommes-là, Le Pelletier de Saint-Fargeau et Antonel, qui disent à Babeuf: on ne va pas y arriver, ce n'est pas une question d'argent, on veut bien donner de l'argent. Et ils en donnent beaucoup de l'argent. Mais on voit bien que le peuple, là, n'en peut plus, les gens. Ils sont dans des conditions de survie et pas de lutte, là. On est dans une condition de lutte, de désespoir, alors que la révolution, c'est de lutte de l'espoir. Les conditions ne sont pas réunies. Et à ce moment-là, le directoire va se diviser. Il va y avoir un traître, bien sûr, dans la conspiration, dénonciation, arrestation de Babeuf. Babeuf est un homme qui ne connaît pas le secret, qui maîtrise mal le secret. Sous son lit, il y a plus de 350 noms. Donc, le ministre de la police qui s'appelle, je vous le donne en mille, Cochon, donc s'en donne à cœur joie, et on fait une rafle totale des éléments les plus radicaux de la gauche parisienne. La gauche est décapitée. La gauche radicale est décapitée. Cette gauche-là va rester, comme le dit mon ami Michel Le Rio-Sarcé, la grande historienne de l'idée républicaine au XIXe siècle, ce qu'elle appelle la République souterraine. La République souterraine. Cette idée que face à la pression policière, face à l'injustice de la répression des pouvoirs, qu'ils soient le pouvoir de Napoléon, le pouvoir de Louis XVIII, le pouvoir de Louis-Philippe, le pouvoir de Napoléon III, il y aura une partie de la gauche qui va rester, qui va connaître les voies de la clandestinité et qui va maîtriser ces voies de la clandestinité. Hein, quand on dit qu'il y a une continuité de la Grande Révolution à 1870 à 1917, je ne crois pas que ce soit simplement une continuité idéologique. Je crois que ce sont des pratiques politiques qui sont importantes, et notamment ces pratiques de la clandestinité. Et puis, il va y avoir, avec l'échec de la conspiration de Babeuf, il va y avoir une sorte de retournement, et qui va faire naître une autre gauche, la deuxième gauche dont je vous parle. Qu'est-ce qui se passe? Au procès de Vendôme, donc Babeuf et Darté vont être condamnés à mort. Nous sommes en l'an 5, en 1797. La situation est grave pour la République, parce que, en réalité, la droite philo-monarchiste ou crypto-royaliste a remporté les élections. Et donc, la République est en danger. La République est en danger, elle risque un coup d'État qui restaurerait la monarchie. Elle est tellement en danger que les directeurs, il y a 5 directeurs, hein, il y en a 3 qui vont rester des républicains, qui sont Barras, La Révélière-Lépeau et Rebelle. De l'autre côté, et donc, Carnot et Bertin vont, en fait, au contraire, jouer le jeu de la légalité en disant nous devons obéir au pouvoir législatif. Barras, La Révélière-Lépeau et Rebelle disent non, on ne va pas obéir au pouvoir législatif si le pouvoir législatif veut renverser la République. Et notre seule possibilité, c'est de faire appel à l'armée. Donc, on appelle Bonaparte,
qui envoie deux de ses lieutenants, une brute et un gars intelligent. Le gars intelligent sera le malin de l'affaire puisqu'il deviendra le roi de Suède, et c'est encore sa famille qui règne, Bernadotte, pour arranger les affaires politiques, et une brute épaisse donc pour réprimer l'ordre, pour garantir l'ordre, qui est Augereau, donc qui deviendra un maréchal d'Empire, donc et un gars, un voleur, un spoliateur, un homme violent, donc Bonaparte connaît bien ces hommes. Et à ce moment-là, la gauche doit se reconstruire, ça vous dit peut-être quelque chose, et paraît sur les murs de Paris une affiche jaune. Une affiche jaune, c'est la couleur des Jacobins, hein, le jaune. Une affiche jaune qui s'appelle le démocrate constitutionnel. C'est un oxymore politique à l'époque. Hein. On ne peut pas être démocrate et constitutionnel dans le sens de l'an 3. Cette affiche jaune, il n'en existe qu'une seule collection au monde, qui est conservée à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Et c'est donc le personnage sur lequel j'ai travaillé, qui a été le premier maire d'Arles, Antonel, qui en est l'auteur. Mais Antonel est surtout le rédacteur, avec d'autres, il n'est pas seul, et une équipe de rédaction qui va définir un nouveau programme pour la gauche dans le Journal des Hommes Libres, qui, après le Journal de la Montagne, après le Tribun du Peuple, va être le journal le plus radicalement à gauche de l'échiquier politique. Et là, Antonel, avec d'autres, mais c'est surtout lui, va définir et conceptualiser l'expression de démocratie représentative. Alors cette expression qui est complètement galvaudée, qui est maintenant très critiquée en disant finalement ça n'a pas marché la démocratie représentative, à cette époque-là c'est une véritable bombe épistémologique. C'est véritablement une bombe épistémologique parce qu'on se dit mais comment une démocratie peut être représentative? Rousseau nous a expliqué qu'il n'y avait aucune délégation possible pour le peuple. Donc s'il y a représentation, il y a délégation. S'il y a délégation, il n'y a pas de vraie démocratie. Et Antonel dit non, si. Au contraire, il faut comprendre que, tous les ans, il y a le remplacement d'un tiers des députés. Nous sommes les seuls organisés et nous avons un programme politique. Et le programme politique de la démocratie représentative, il est exposé dans les colonnes du journal des amis des journaux des hommes libres. C'est celui-là. Je vous le donne parce qu'il est d'une modernité qui me semble assez sidérante et vous pouvez le retrouver, les références dans les bas de notes de l'ouvrage, de la réécriture récente que j'ai faite de Antonel, qui est instruction obligatoire, gratuite et laïque pour les enfants. On est loin de 1880, hein, on est en 1797. Instruction obligatoire, gratuite et laïque pour les enfants. L'État s'est séparé de l'Église sous le directoire. C'est une république moderne, bourgeoise, mais moderne. Il faudra attendre Bonaparte pour que, avec le Concordat, l'État retisse des liens avec l'Église. Deuxièmement, l'impôt est progressif. L'impôt est progressif. C'est-à-dire qu'on a véritablement l'idée d'une taxation de plus en plus lourde en fonction de sa fortune. Troisièmement, on doit inventer des caisses d'épargne, qui ne sont pas la caisse d'épargne d'aujourd'hui. C'est-à-dire consacrer une part des impôts à constituer des caisses d'aide pour les ouvriers et les plus pauvres. Le mutualisme doit exister, c'est-à-dire des secours mutuels pour soit les filimaires, c'est un des fléaux pour les bien méridionais de l'époque, soit les ouvriers qui se sont blessés, soit les vieux travailleurs, déjà à l'époque. Le mutualisme. Un peu progressif. Mutualisme. Éducation. On a également donc de la volonté de la part donc, de ces gens-là, donc, la volonté d'élargir toujours plus la démocratie par les référendums qui sont des référendums donc populaires, qui font que si une loi n'est pas considérée comme bonne, au bout de 30 jours, le peuple, s'il y a plus de 30 000 personnes qui ont décidé de faire réviser la loi, ils peuvent le faire. Donc, on a une liberté de la presse qui est totale. Mais la liberté de la presse,
ne sert à rien à cette époque-là s'il n'y a pas de liberté de réunion. Pourquoi? Parce que la moitié des Français ne savent pas lire. Donc la presse est une arme bourgeoise à cette époque-là. Donc quand on dit à la gauche, bah écoutez, c'est pas si mal quand même, vous avez la liberté de la presse, mais ça ne suffit pas. À cette époque-là, la presse n'est pas comme nous, un espace de silence que l'on lit. La presse est lue, la presse est parlée, la presse est gueulée pour ceux qui ne savent pas lire. Donc ce qu'exigent ces hommes-là, c'est pas simplement la liberté de la presse, c'est la liberté de se réunir. Or, justement, la Constitution de l'an 3 a empêché les partis, a interdit les partis. Elle a simplement rendu possible la possibilité de faire naître des cercles. Et ils vont l'utiliser en faisant des cercles dits constitutionnels. Et si vous regardez la carte des cercles constitutionnels de 1798, c'est la carte de la politisation jacobine de l'an 2, de 94, de 93 et 94. Là, il y a des jacobins, là, il y a une tradition jacobine. Toulouse, la Bourgogne, a, par exemple, une partie du massif central, une partie du bassin parisien, une partie du nord, une partie aussi de la frontière savoyarde. On a là des bastions républicains importants. On a là des bastions républicains importants, donc, et qui vont tenir la République. Donc on a une politisation, à ce moment-là, importante, et une gauche qui pense conquérir, elle aussi, légalement le pouvoir. Qui pense aussi conquérir légalement le pouvoir. D'ailleurs, elle va remporter les élections de l'an 6. 106 députés vont être floréalisés, ça veut dire en fait qu'on va les renvoyer parce qu'on pense qu'ils sont trop de gauche. Donc le pouvoir exécutif dit oh non, vous êtes trop radicaux, on va casser vos élections, elles ne sont pas tout à fait régulières. Ce qui est faux, bien évidemment. Mais c'est la preuve que la gauche avait remporté des élections face à une adversité totale. Et en l'an 7, pareil. Simplement, les conditions de la guerre extérieure, la formation de la seconde coalition par l'Angleterre en 1799, le fait que Bonaparte ait amené les 30 000 meilleurs soldats des armées françaises en Égypte, fait que la France est sur le point de perdre. Et donc la gauche ne peut pas profiter de cette victoire-là, qui va se terminer en son contraire, le coup d'État de Bonaparte. Mais là naît, selon moi, vous pouvez me critiquer, mais j'ai des arguments encore, cette gauche démocratique, républicaine, qui se dit on peut aussi conquérir le pouvoir par des élections. Et qui, une fois que l'on sera au pouvoir, nous permettra de mettre en place des réformes sociales, une sorte de réformisme révolutionnaire à la Jean Jaurès, d'une certaine façon. On a donc cette deuxième gauche. Je terminerai l'exposé, pour combler un petit peu le temps de parler, par le point aveugle de la vie politique française depuis 230 ans, puisque cette année, nous fêtons le 230e anniversaire de 1789. Moi, j'ai grandi au moment où les grands professeurs de Sciences Po, Azéma, Vinocq, René Raymond, Renouvin, c'était un petit peu la période un petit peu avant, disaient bon, la France est un pays très clivé entre la droite et la gauche. La France est un pays très divisé entre la droite et la gauche. La France est un pays irréconciliable parce qu'il y a une droite, il y a une gauche, et contrairement à l'Angleterre, contrairement aux États-Unis, il n'y a jamais de compromis possible entre cette droite et cette gauche. Et certains en venaient à dire que c'était évidemment la faute à la Révolution. La faute à la Révolution qui avait divisé la France entre une droite et une gauche irréconciliables. J'ai travaillé pendant des années sur Thermidor, parce que personne ne voulait travailler sur Thermidor, tout le monde voulait travailler sur Robespierre, le mouvement glorieux, et moi je me suis posé la question de savoir, mais c'est quoi Thermidor, c'est quoi la République du Directoire? Et qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert trois phénomènes qui m'ont fait réfléchir et revoir, je crois, j'espère, entièrement la configuration de la vie politique française. Le premier phénomène, c'est un phénomène spectaculaire. Après la mort de Robespierre,
on a un phénomène de girouettisme indécent, inique, scandaleux, amoral, immoral, détestable, qui fait que les gens qui étaient aplatis devant Robespierre ou qui faisaient semblant de l'adorer, tout d'un coup disent c'est un monstre, c'est un tyran, c'est Cromwell, c'était un homme qui avait 1000 défauts, et tout d'un coup on a cette saison des girouettes politiques. L'expression date bien avant, l'expression date de la Fronde. C'est le cardinal de Ré qui parle de girouetterie dans la noblesse française, au moment de la Fronde. Mais l'expression de girouette commence à apparaître de façon systématique à ce moment-là. Donc, il y a quelque part dans l'espace politique français des gens qui sont des girouettes et qui tournent leur veste en permanence, de façon opportuniste, selon le vent. Vous savez ce que disait Edgar Faure, hein? Ah, mais ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent. Hein? Donc, on a, je le constate, des gens, et tout d'un coup, ces gens sortent du marais, ce qu'on appelait le marais, le milieu. Hein? Le milieu. Et tout d'un coup, ces gens-là se donnent le titre, en l'an 3, d'honnêtes gens. Nous sommes les honnêtes gens. Ah, les honnêtes gens. Mais opposé à qui? À un autre mot qui va apparaître en l'an 3, l'anarchiste. C'est un mot de l'an 3. Hein. Le terroriste, c'est un mot qu'on invente en l'an 3. Le buveur de sang, l'antigre, pour désigner, bien sûr, les jacobins de la veille restaient fidèles à leur idéal. Donc tout d'un coup, je vois une masse de personnes, et je vois cette masse de personnes continuer. En 1799, Général Bonaparte, c'est vous que nous attendiez. C'est vous que l'on attendait. Que peut-on faire pour vous? Et en 1815, lorsque Louis XVIII revient, nous avons résisté en silence, mais nous n'avons jamais oublié le père de la patrie. Henri IV est incarné en Louis XVIII. Et quand les 100 jours arrivent, oh, nous avons supporté Louis XVIII, mais nous avons gardé au chaud la place de Napoléon. Et quand Louis XVIII revient une deuxième fois, l'usurpateur corse nous a obligés, nous a contraints, et nous ne pouvions rien faire. Tant et si bien que paraît en juillet 1815 un livre qui va être le fondement de ma prosopographie, qui s'appelle Le Dictionnaire des girouettes, qui va être une grande tradition dans la vie politique française. De façon drôle, ou de façon tragique. Je vous rappelle quand même qu'il y a un dictionnaire des girouettes qui est paru aussi en 1946. Hein. Celui-là était moins drôle. D'ailleurs, il n'était pas du tout drôle en 1815. Il n'était pas du tout drôle. En 1958, il y aura encore un dictionnaire des girouettes. Et on aurait pu en faire un en 2017. Je m'en suis occupé. Premier élément, un girouettisme des élites françaises inquiétant. Parce que ça veut dire qu'il y a une démission devant les principes, ce qui n'arriverait pas en Angleterre ou aux États-Unis, hein, au nom de la professionnalisation de l'appareil d'État. Et ça, c'est quelque chose d'important dans la science marxiste de l'étude des appareils idéologiques d'État. Deuxième élément que je vois apparaître, ces gens-là disent « nous sommes les honnêtes gens parce que nous sommes modérés ». La violence, c'est la révolution. La violence, la révolution, c'est le sang. La révolution, c'est la guerre civile. La révolution, c'est la guerre extérieure. La révolution, c'est la division des Français. La révolution, c'est la fin des familles. La révolution, c'est la débauche, c'est le divorce. Alors que le divorce, c'est pas plus de loi plus familialiste que le divorce, tel qu'il est voté en 1792. La révolution, c'est en fait le désordre, la violence, la calomnie, l'insulte, la foule, la populace. Et tout ça, on doit le terminer. Comment doit-on le terminer? Même par l'éducation, les bonnes manières et la modération des gens honnêtes. On doit bien s'habiller, fini les sans-culottes. On doit adopter la voie du stoïcisme romain. Ne pas parler trop fort, ne pas parler trop haut, bien parler, ne plus se tutoyer. Je vous rappelle qu'un décret de mai 1793 oblige tous les citoyens à se tutoyer. Oh non, quand même, on ne va pas se tutoyer entre citoyens.
On va revenir au vous. Oh, et puis quand même, on n'est pas tous citoyens égaux. On va s'appeler quand même monsieur ou madame. Et puis quand même, on va reconstruire quand même quelques éléments de la vie d'avant 1789. Tout n'était pas si mal. Les salons, les bals, oh, le théâtre, la comédie française, l'entre-soi de la bourgeoisie, les signes de la distinction de ces gens-là, qui, d'une simple phrase, d'une simple parole, se reconnaissent, évidemment. Comment? Par la modération. Ce sont les autres qui sont violents. Voyez, quand une dame de 73 ans est renversée, le président de la République accordant 48 heures après une interview à Nice Matin, et dit la France est dans le danger d'un complot de l'extrême droite et de l'extrême gauche qui veulent le pire pour la France. Et je conseille à cette dame de rester chez elle, car en réalité, personne ne l'a touchée parmi les forces de police. Sous-entendu, moi je représente les gens modérés, nous sommes toujours calmes, c'est les autres qui sont des violents. Le troisième élément qui me trouble beaucoup, au-delà de la morale républicaine qui se construit sur cette modération, c'est que tout d'un coup, je vois une classe politique, cette classe de girouettes, qui réfléchit, ce sont des gens intelligents, et qui se disent, mais finalement, de 89 à 95, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas arrêté de discuter dans les assemblées, on a voté 20 000 lois, on n'a pas arrêté de faire des discours plus beaux, plus creux, plus vides, les uns que les autres. Dans une république, qu'est-ce qui compte? C'est le pouvoir législatif, comme le dit le principe, comme le dit l'idéal républicain démocratique? Mais non, mais non. Dans une république, ce qui compte, c'est le pouvoir exécutif. Celui qui a la police et l'armée va commander désormais l'armée. Donc nous, ce qu'on veut, c'est laisser la vitrine du parlementarisme, on va le laisser ça, hein? Mais ce qu'on va faire, c'est chercher les bonnes places dans quoi? Dans ce qui est réinventé par la Constitution de l'an 3 et qu'avait supprimé la Convention, qui nous semble être le b.a.-ba de la vie politique, mais qui n'était pas le b.a.-ba de la vie politique pour les démocrates absolus, qui étaient les conventionnels, c'est-à-dire les ministères. C'est la Constitution de l'an 3 qui réinvente les ministères hérités de l'Ancien Régime. Où elle est la bonne place? À l'Assemblée, où on va discuter, où on va risque d'être élu, puis pas élu? Ou est-ce que la bonne place, c'est chef de section, chef de division, chef de cabinet d'un ministre, être proche d'un ministre, faire partie du pouvoir exécutif? Elle est là, la bonne place. Et tout d'un coup, je me dis, mais ces trois éléments-là, le girouettisme, l'opportunisme politique, cynique, une sorte de cynisme machiavélien moderne, lié à la modération, c'est-à-dire le contrôle des signes de la distinction sociale, lié à la violence d'État tenue, parce que ces gens sont modérés, mais quand il y a opposition, ils envoient la police, bien sûr, ou ils envoient l'armée, parce que quand même la populace ou la plèbe s'énerve un petit peu. Donc pour la calmer, il faut envoyer les forces de la répression policière. Quand même, on les modère entre nous, c'est les autres qui sont violents. Le peuple a trois qualificatifs. Le peuple a trois qualificatifs, on en trois. Il est enfant, le peuple est enfant, il est femme, parce qu'il peut changer d'un avis comme de l'autre, alors que c'est eux qui sont des opportunistes, mais non, le peuple est femme, ça veut dire qu'il subit ses humeurs. Par la langue de 1795, ça veut dire que le peuple subit ses humeurs, et le peuple est violent. Ces trois stigmates vont peser sur le peuple pendant tout le XIXe siècle. Le peuple est immature, le peuple est violent, et le peuple n'est pas viril. N'est pas viril. Pourquoi?
parce que les hommes virils sont calmes dans la tempête, ils sont modérés, mais fermes. Le peuple est comme une femme qui panique, qui va courir, qui va crier. C'est ce qu'on dit à l'époque, vous savez, je ne fais que transcrire ce que l'on dit à l'époque. Donc, tout d'un coup, je me dis, mais on m'a raconté des crosses pendant toutes mes années d'études. Le poison de la vie politique française, c'est pas la division droite-gauche, c'est pas l'irréductabilité de la droite et de la gauche. En Angleterre, il y a des Tories et des Whigs. Aux États-Unis, il y a des républicains et des démocrates. Le poison de la vie française, c'est ce centre-là, invisible, qui n'a pas de définition idéologique. Il n'a pas besoin de se définir idéologiquement, il a simplement besoin du pouvoir, d'avoir le pouvoir, de laisser la politique se faire et de prendre le pouvoir. Et les moments de crise, tout d'un coup, je me dis, mais c'est dans ces moments de crise qu'on voit apparaître ce centre-là. Et ce centre qui s'empare du pouvoir exécutif pour le tenir d'une main de fer, je me dis, mais c'est un centre radical. Plus que radical, je me dis, c'est un centre extrême. Parce que comme ce centre occupe tout le cœur et tout le centre de la vie politique, il force la gauche et la droite à radicaliser plus leur position pour exister en face de ce centre hégémonique. Et tout d'un coup, je me dis, mais en réalité, 1795, 1799, 1815, 1851, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, Boulanger, 1940, d'une certaine façon. 1958, je suis désolé de le dire, mais le général de Gaulle organise un coup d'État. Et c'est l'objet de mon travail, qui ne va pas me faire que des amis à l'Élysée, mais je ne suis pas là pour me faire des amis à l'Élysée. 2017. Nous sommes dans une configuration, à mon avis, d'extrême centre. Je conclus. Le président Macron a besoin des transfuges de droite et de gauche pour dire, écoutez, on va dépasser la vieille politique, hein, elle est corrompue, elle est usée, ils nous mènent nulle part, ils savent rien faire, vous allez venir autour de moi, on va prendre le meilleur de la droite, on va prendre le meilleur de la gauche. C'est écrit dans son programme qui s'appelle Révolution. J'ai lu, que je connais presque par cœur. Il dit, si c'est être de droite, qu'être libéral, qu'être, des faits rhétoriques très connus en français, alors je suis de droite. Si c'est être de gauche, de vouloir protéger le peuple, de vouloir être prêt en empathie avec les petites gens, alors je suis de gauche. Et comme ça, il est tout en même temps. Tout ensemble et tout en même temps. Et voilà que les députés de gauche du Parti Socialiste et les députés de Juppé vont à la petite soupe au petit feu, comme disait le général de Gaulle des transfuges, qui lui savourait bien les transfuges, même s'il en avait besoin. Premier élément. Deuxième élément, vous le voyez bien dans la campagne de M. Macron. Moi, je suis un produit de l'élite modérée, je suis quelqu'un de tout à fait mesuré, de tout à fait calme, qui emploie un langage châtié. Je ne suis pas comme le monsieur que je veux faire passer pour un Chavez français. Je ne suis pas comme la dame qui est de l'extrême droite. Je suis où alors? Ben, je suis au milieu. C'est moi qui vais vous sauver des deux dangers, là. Oh là 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 là. Le danger rouge et le danger brun. Par ma modération, ma compétence administrative, j'ai été à l'ENA, j'ai été un grand banquier, donc je dois vous rassurer. Le troisième élément de M. Macron, c'est quand même tenir le pouvoir d'une main de fer. Premier président dans l'histoire des investitures de président de la République, qui ne se rend pas à l'Arc de Triomphe, mais qui se fait accompagner dans un command-car militaire de l'Élysée à l'Arc de Triomphe, debout à la place du mitrailleur. Le 14 juillet,
alors que le jour de l'investiture, les autres présidents, à commencer par Sarkozy, par exemple, rendent hommage à des résistants, hommage à des lycéens qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, rendent hommage à des figures, par exemple Hollande, Ferry, Jules Ferry, par exemple, Jules Ferry, un autre républicain dont j'ai oublié un des pères fondateurs de la République. Macron passe la journée avec des soldats qui ont été blessés, donc j'ai rien contre les soldats blessés, vous imaginez bien, et avec des militaires. Donc il y a en fait, de la part de ce président, en manque de légitimité, j'ai pas dit de légalité, hein, je ne conteste pas ça, sinon il n'y a plus de République, mais en manque de légitimité démocratique, une volonté en fait de montrer immédiatement sa force. Et je ne sais pas quel pays démocratique, à l'heure actuelle, accepterait, entre le mois de novembre 2018 et le mois de février 2019, plus de 10 000 balles en caoutchouc aient été tirées au-dessus du tronc des personnes. Là, il y a quand même des dérives sécuritaires qui posent problème. Et qui me fait dire donc que nous sommes une fois de plus dans une période d'extrême santé. Et c'est pour ça que ce directoire m'intéresse, parce qu'il est un laboratoire, à mon avis, des familles politiques dans lesquelles nous vivons encore aujourd'hui. Voilà. Maintenant, à vous la parole.